Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Vanessa Di Paola, qui est enseignante-chercheuse à l'université d'Aix-Marseille et qui travaille dans un laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Cette vidéo d'entretien fait donc suite à une vidéo qui est sortie sur la chaîne et qui parle des inégalités entre les femmes et les hommes, des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir creuser ce sujet extrêmement important et intéressant. Alors bonjour Vanessa. Bonjour Gilles. Donc aujourd'hui, on va parler des inégalités entre les femmes et les hommes. Il me semble que spécifiquement, on va tourner autour de la notion de plafond de verre que j'ai mentionné dans la vidéo, mais là, on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. Alors avant même qu'on commence, j'avais une question, c'est est-ce que ton cœur de recherche, c'est uniquement les inégalités femmes-hommes ou est-ce que tu as plusieurs casquettes? Non, en fait, ma casquette principale, c'est la question de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Et en étudiant ces parcours d'insertion, donc depuis de longues années, il y a eu un résultat récurrent, c'est qu'il y a une importante inégalité entre les parcours d'insertion des jeunes femmes et les parcours d'insertion des jeunes hommes, celle des jeunes femmes étant marquée par un certain nombre d'obstacles. Et donc, j'ai été amenée à étudier plus précisément ces difficultés que rencontraient les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et en l'étudiant, j'ai voulu étendre la catégorie d'âge, ne plus regarder ce qui se passait spécifiquement pour les jeunes, mais plutôt ce qui se passait dans le cœur dans le début de la carrière et dans le cœur de la carrière des femmes et des hommes. Ok. Et donc aujourd'hui, on va discuter de deux études, ou une seule grande étude, mais qui se divise en plusieurs parties, c'est ça? C'est ça, en fait, je coordonne un projet de recherche qui est financé par l'Agence nationale pour la recherche. Et donc, dans ce projet de recherche, on est plusieurs. Je travaille notamment activement avec Dominique Epiphan, qui est sociologue au CEREC, avec Arnaud Dupré, qui est économiste au CEREC également, et Stéphanie Moulet, qui est économiste avec moi au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Et donc, dans le cadre de cette collaboration avec d'autres chercheurs en France et puis d'autres chercheurs en Europe, on travaille sur la question du plafond de verre en Europe et on regarde ce qui se passe. En fait, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe en France en allant un petit peu chercher ce qui se passe ailleurs, parce que finalement, ça permet de mieux comprendre les spécificités françaises en allant voir que dans d'autres pays, c'est pas forcément la même chose. Donc, on regarde ce qui se passe en Suède, en Grande-Bretagne et en Suisse. Ok. Ouais, donc effectivement, c'est par la comparaison qu'on arrive à se rendre compte des spécificités françaises. Ok. Et donc du coup, je crois qu'il y avait donc j'ai parcouru les papiers que tu m'as envoyés. Et donc du coup, j'ai vu que donc il y a deux parties, une partie qualitative, une partie quantitative. Donc quantitatif plutôt sur les statistiques nationales, c'est ça? Plutôt une étude des statistiques Alors nationales dans ces européenne, différents pays. Ouais, ok. ouais, c'est des statistiques européennes. En fait, euh, dans ce projet, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir la possibilité d'avoir à la fois des éléments très généralisables, des éléments de contexte statistique, des éléments qui permettent de comprendre des liens de causalité et de pouvoir les généraliser. Et puis après, donc ça c'est à partir de données statistiques qui sont des données comparables et donc elles sont coordonnées par Eurostat, qui est le grand organisme de la statistique européenne, qui permet de comparer ce qui se passe dans l'ensemble des pays européens et en particulier dans les 4 pays qu'on étudie. Et puis avec ce contexte statistique, on peut ensuite aller approfondir par des entretiens qualitatifs avec des personnes qui travaillent au sein d'une même entreprise qui est présente dans ces 4 pays. Donc là, on va pouvoir entrer plus dans une complexité des mécanismes individuels. Par contre, il n'y a pas de généralisation possible. C'est l'avantage du qualitatif et l'avantage du quantitatif qu'on essaye d'assortir. Et du coup, c'est un secteur d'activité spécifique? Parce que je sais qu'au moins Ouais, pour le Cali, c'est le milieu bancaire. c'est ça. En fait, l'entreprise qu'on a choisie pour conduire notre analyse qualitative est une entreprise qu'on a voulu dans un secteur mixte pour qu'il n'y ait pas vraiment de très grandes, fortes singularités féminines ou masculines. Donc, on a choisi le secteur de la banque et de la finance. Et dans ce secteur de la banque et de la finance, on a étudié plus précisément les professions en haut de la hiérarchie dans cette organisation. Et donc, on est allé vraiment regarder les activités de financement et d'investissement de cette entreprise. Et donc,
en écho à ça, dans le travail statistique, on va aller regarder ce qui se rapproche le plus de cette organisation, c'est-à-dire le secteur d'activité dans lequel elle s'inscrit. Donc, c'est le secteur d'activité de la banque et de l'assurance. D'accord. Et donc, du coup, la notion de plafond de verre que tu mentionnais, c'est ça, c'est le fait qu'on se rend compte qu'il y a moins de femmes au sommet des hiérarchies dans les entreprises que d'hommes. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, assez étrangement, quand on regarde l'ensemble de la population active ou de la population en emploi, en Europe, en général, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Après, selon les pays, ça peut être un petit peu différent. D'ailleurs, dans les 4 pays qu'on étudie, il y a quelques différences, mais en moyenne, c'est ça. Et quand tu regardes ce qui se passe dans les fonctions d'encadrement, dans les fonctions du management, là, il n'y a plus que 36% de femmes. Donc, il y a bien un moment donné où les femmes, elles arrêtent de progresser. C'est-à-dire que le vivier est là, elles sont sur le marché du travail, mais elles ne sont plus dans les plus hauts niveaux des fonctions dans les organisations. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui explique que ces femmes, par rapport aux hommes, rencontrent visiblement des obstacles. Et donc on va dire qu'il y a des obstacles qui sont tout à fait visibles, tout à fait évidents, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus masqués, un peu plus difficiles à décrypter. C'est cette idée de plafond de verre, c'est cette idée qu'il y a des obstacles visibles et des obstacles invisibles auxquels les femmes se heurtent, alors que les hommes ne s'y heurtent pas. Et alors du coup, pour peut-être commencer sur la partie quantitative, il y avait plusieurs aspects qui étaient abordés dans l'étude, il me semble, plusieurs hypothèses qui sont faites. Alors les hypothèses, elles tournent tout autour de quelques notions clés, il me semble, c'est les dispositifs publics qui peuvent aider les femmes à monter dans les hiérarchies. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Ce que j'ai retenu, c'était aussi les dispositifs dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que, alors, voilà, c'est ça, oui, en fait, c'est un petit peu compliqué quand même à décrypter toutes ces notions-là et tous les éléments explicatifs, parce qu'en réalité, il y a plusieurs couches. D'abord, il y a des couches qui relèvent dans les barrières, hein, dans ce qui limite, il y a des éléments qui relèvent des caractéristiques des personnes elles-mêmes. Donc ça, on va essayer de voir par les statistiques ce qui relève du rôle des caractéristiques des individus. Par exemple, ne pas avoir les diplômes nécessaires à l'accès à ces postes d'encadrement. Ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les femmes, elles sont plutôt plus diplômées que les hommes. Donc, ça ne serait pas tellement ça qui expliquerait qu'il y ait moins de femmes en haut de la hiérarchie. Ça peut être la présence d'enfants. La présence d'enfants qui, en effet, pourrait être un facteur qui limite l'investissement professionnel pour les individus et qui rend difficile de progresser dans sa carrière. Mais alors là aussi, quand on regarde donc cette caractéristique individuelle, le fait d'avoir des enfants, assez étrangement, ce qu'on observe, c'est que les enfants, c'est un bonus pour les pères. Et soit ça ne joue pas, soit c'est un malus pour les femmes, pour les mères. C'est-à-dire que les femmes, quand elles sont mamans, elles s'en sortent moins bien que quand elles ne le sont pas, à âge identique, à niveau de diplôme identique, etc. Donc il y a bien quelque chose qui opère de manière différenciée selon qu'on est femme ou qu'on est homme. Et ça, quand on essaie de creuser, on se dit par quoi ça passe? Comment ça se fait? Donc on se dit, est-ce que par exemple, ça vient de phénomènes d'interprétation dans les organisations, donc là on passe du niveau individuel au niveau organisationnel, qui ne liraient pas de la même manière une même caractéristique. Le fait d'être parent n'est pas compris, n'est pas lu, n'est pas récompensé ou sanctionné de la même manière dans les organisations. Ça, c'est nourri essentiellement par des stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'on a des représentations du rôle des mères, du rôle des pères, qui ne sont pas les mêmes et qui font qu'on va derrière valoriser différemment cette arrivée des enfants dans la vie des salariés de l'organisation. Et après, il y a un autre niveau, c'est de dire l'État, les pouvoirs publics peuvent essayer de compenser ou de limiter les conséquences de l'arrivée des enfants dans la vie des couples en proposant des systèmes de garde, en proposant des congés parentaux qui, au lieu d'être très fortement centrés sur le fait d'être pris par les mères, pourraient être très incitatifs à être pris à parts égales par chacun des parents. Ça, ces éléments-là, c'est à la fois les structures de garde, les développer, c'est pour limiter les contraintes temporelles, pour que les parents puissent être disponibles puisque leurs enfants peuvent être gardés. Et puis, les congés parentaux, là, c'est plutôt pour mettre sur un pied d'égalité les deux parents et pour qu'aux yeux de l'entreprise, la femme n'ait pas une période où effectivement elle est moins investie parce qu'il faut qu'elle s'occupe de son enfant, alors que le père, lui, n'a pas à supporter ça. Des interruptions de carrière,
qui ne seraient du coup du même ordre pour les pères et pour les mères. Donc, pour comprendre si ces politiques-là, elles ont une incidence ou pas, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe selon que ça existe ou que ça n'existe pas. Et c'est là où la comparaison devient importante, parce qu'on peut aller regarder ce qui se passe dans un pays comme la Suède, qui est très en avance en matière de politique publique en faveur de l'égalité entre les rôles parentaux, comparé à par exemple la Suisse, qui est assez en retard sur ces sujets-là, et donc de mettre en évidence qu'en effet, ben, en Suisse, les femmes ont encore plus de difficultés que les femmes en Suède. Donc l'égalité entre les femmes et les hommes en Suède, elle n'y est pas complètement, c'est pas non plus l'idéal, mais on s'en approche. Alors qu'en Suisse, effectivement, il y a pas mal de retard en matière d'accès à ces fonctions d'encadrement. Donc c'est ces différents niveaux de l'individu, de l'organisation et de ce qui est fait au niveau des institutions, des pouvoirs publics, qu'on essaie de comprendre. Il y avait aussi un rôle du marché que je trouvais intéressant, par exemple, où c'était mentionné dans l'étude qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas beaucoup de dispositifs, il me semble, de dispositifs publics, justement, pour aider les femmes pour aider les couples à s'occuper des enfants. Et puis ça coûte très cher, du coup, parce que c'est privé. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, peut-être que tu peux aller vers ce que vous avez trouvé, du coup, les conclusions, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on pourrait se dire que du coup, le Royaume-Uni devrait être tout en bas, avec des femmes qui sont vraiment très contraintes, alors que, en fait, non, pas forcément. Ouais. En fait, de manière assez paradoxale, des pays qui sont très égalitaires comme la Suède peuvent se retrouver avec une inégalité entre les femmes et les hommes pour occuper des fonctions hiérarchiques importantes, plus forte que dans un pays comme le Royaume-Uni, qui est moins avancé en matière d'égalité, mais qui est un modèle très libéral, qui ne fait rien de particulier ni pour empêcher, ni pour favoriser l'accès des femmes à ces positions. Il ne fait rien pour empêcher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on va le voir en Suisse, une espèce d'injonction morale à s'arrêter de travailler quand on devient mère, par exemple. Ça, c'est le modèle très traditionnel, très conservateur qu'on va observer dans un pays comme la Suisse. Ce n'est pas le seul, mais dans ceux qu'on étudie. En revanche, donc les femmes peuvent continuer à travailler en étant mères, ce n'est pas du tout mal vu, mais encore faut-il qu'elles puissent le faire puisqu'il n'y a pas de structure publique développée pour cela. Les structures, elles existent, mais elles sont très onéreuses. Et finalement, comme elles sont très onéreuses, eh bien, ça va inciter les femmes à devoir gagner de l'argent pour pouvoir financer ces structures-là. Et donc, assez paradoxalement, en les incitant à participer et à investir professionnellement, les femmes les plus qualifiées, celles qui ont déjà fait un effort pendant leur formation pour acquérir des hauts niveaux de formation, elles vont poursuivre ces efforts et donc elles vont réussir un peu mieux que dans d'autres pays à atteindre ces fonctions hiérarchiques. Après, il y a une autre singularité du Royaume-Uni quand même par rapport à tous les pays étudiés, c'est que le poids de ces fonctions-là est très important. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe en France, il y a à peu près 9% de postes de management et je ne sais plus le chiffre exact en tête, mais c'est quelque chose comme 30% au Royaume-Uni. Donc il y a beaucoup plus de postes de management possibles, donc beaucoup plus de possibilités pour les femmes aussi de les atteindre. C'est-à-dire qu'il y a la structure même du marché du travail et les opportunités qui existent ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc on a aussi cette explication-là qui est un petit peu déconnectée de ce que vont faire les pouvoirs publics ou de ce qu'ils ne vont pas faire. D'accord. Il y a un champ des possibles, quoi, qui n'est pas le même. Du coup, si j'ai bien compris, en Suède, on a plutôt une culture égalitaire entre le rôle de la femme et le rôle de l'homme, enfin pas trop différencié, pas cette culture de c'est vraiment très l'homme égalitaire qui doit... et surtout, historiquement, c'est mis en place depuis les années 60. Donc il y a eu le temps pour que cette culture égalitaire, elle l'imprègne, qu'on soit vraiment dans un modèle d'égalité des rôles sociaux et en particulier des rôles parentaux. Donc il y a une grande avancée. Parce que ça se diffuse, mais ça met du temps à se diffuser. C'est là qu'on voit que dans l'ensemble des pays, ça évolue. Même en Suisse, bien sûr, les choses, elles évoluent, heureusement. Mais plus l'historique est loin, plus on est avancé en la matière. Et donc c'est là où la Suède est très en avance sur les autres pays. Et alors donc du coup, la Suède, c'est celle qui est c'est le pays le plus avancé à ce niveau-là, en tout cas qui a été étudié là.
Ensuite, ce serait la France, non? C'est ça? Ouais, en matière d'égalité, ouais. Ouais. Et après, en dernier, Royaume-Uni, Suisse. Et Suisse, oui. Où là, on est vraiment, c'est l'homme qui doit ramener à manger et Ouais, c'est vraiment madame qui doit s'occuper des enfants. le modèle, le strong male breadwinner, hein, le Ouais. modèle fort de l'unique pourvoyeur de revenus dans le foyer, et ce pourvoyeur de revenus, c'est l'homme. Et après, Et la donc, les différence. femmes, quand elles deviennent mères, elles arrêtent de travailler ou elles passent à temps partiel. Ouais. Donc, il y a une proportion de femmes en emploi à temps partiel qui est très, très élevée par rapport aux autres. Au Royaume-Uni et en Suisse? En Suisse, surtout. En Suisse, oui. Ensuite au Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni, c'est aussi beaucoup pour des questions financières. Alors, en Suisse aussi, hein, il y en a, en conséquence, il n'y a pas beaucoup de systèmes de garde et ils sont aussi très onéreux. Hein, donc, on cumule les choses. Donc, au Royaume-Uni, il y a cette absence de structure de garde qui rend difficile l'accès des femmes au marché du travail quand elles deviennent mères. En France, on est dans un modèle, on dit souvent que c'est un modèle hybride parce qu'elle est à la fois imprégnée par beaucoup de mesures qui sont prises en faveur de l'égalité femmes-hommes. On a des structures de garde formelles qui sont assez développées quand même, hein, pour la petite enfance, même si en France, les couples jeunes parents ont souvent l'impression que c'est la croix et la bannière pour trouver une place en crèche. Au niveau européen, on est quand même assez bien doté. Voilà, donc il y a beaucoup de mesures qui sont prises par les pouvoirs publics en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il y a en même temps, historiquement, une tradition d'un modèle nataliste qui valorise beaucoup le fait de devenir mère et de s'occuper de ses enfants. Et donc, il y a une espèce de double injonction qui est faite aux femmes, c'est qu'elles doivent réussir à la fois à avoir une carrière professionnelle exemplaire et à être des mères exemplaires. Et donc, c'est mener de front ces deux carrières-là. Ça, c'est vraiment la spécificité du modèle français. Et le modèle suédois, qui est donc le modèle égalitaire. Alors, quand on catégorise ces pays, on dit que c'est le modèle égalitaire en substance. Hein, ça dit bien les choses. C'est vraiment cette idée de l'égalité des rôles parentaux, avec des congés parentaux qui sont très incitatifs à être pris par les deux parents. Contrairement au modèle français, par exemple, où le congé parental, il est massivement pris par les femmes. Tout simplement parce que même si on l'a fait bouger ces dernières années pour essayer de, soi-disant, le rendre, d'ouvrir le fait qu'il pouvait être pris par les pères, 6 mois doivent être pris par les pères. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les mères prennent 2 ans et demi et que les 6 derniers mois sont perdus. Pourquoi? Parce qu'il est très peu rémunéré. Il n'est pas rémunéré à proportion du salaire des individus. Et du coup, la personne qui a le plus à y perdre en prenant ce congé parental, c'est celui qui gagne le plus dans le foyer, et donc très majoritairement l'homme. Donc les papas ne prennent pas ce congé parental, alors que les mères le prennent. Alors évidemment, certaines mères le prennent, hein, c'est pas un congé parental obligatoire. Mais en Suède, on n'a pas du tout ce modèle-là. On a vraiment quelque chose qui est très paritaire. Pourtant, en pratique, même en Suède, les mères le prennent plus et plus longtemps. Donc les papas suédois le prennent beaucoup plus qu'en France et beaucoup plus longtemps qu'en France, mais ne le prennent quand même pas autant que les mamans suédoises. Okay. Il reste quand même des... Il y a encore de la marge. Résistances. Ouais, il y a encore de la marge. Ok. Et donc du coup, si on devait classer en termes d'inégalité, donc plutôt au sommet de la pyramide, entre les femmes et les hommes, donc en fait, parce qu'il y a 2 choses. Il y a à la fois combien d'hommes et combien de femmes au sommet, et aussi après les différences de revenus entre les femmes et les hommes à cet endroit-là, non? Est-ce que c'est 2 choses différentes ou... Alors, ces 2 choses complètement imbriquées, hein, parce que les revenus sont complètement connectés à la position professionnelle qu'on occupe. Et donc, c'est bien parce qu'on occupe des positions professionnelles différentes qu'on va avoir des revenus différents. Et ce qui participe à expliquer qu'on ait des revenus différents, c'est le fait qu'on ait ce qu'on va appeler de la ségrégation horizontale. Les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité et ne travaillent pas dans les mêmes fonctions dans les entreprises. Si je te prends un exemple, l'entreprise dans laquelle on a travaillé, nous, qui est donc une entreprise de la banque et de l'assurance, dans son domaine d'activité, vraiment la banque d'investissement, pour dire simple, on a, en tant que responsable RH, 71% de femmes, et en tant que trader,
Donc, on a un même niveau, hein, tout en haut, je parle des responsables RH, je parle des DRH, hein, des très hauts niveaux de responsabilité. Et en tant que trader, on a 27% de femmes. Ouais. Donc, on voit bien qu'on est, et évidemment, à un même niveau de responsabilité, un trader gagne considérablement mieux sa vie que la DRH, qui elle-même est très bien rémunérée, mais elle est très significativement moins rémunérée que le trader. D'accord. Et donc, voilà, donc on a des différences de revenus qui viennent à la fois de cette ségrégation dite donc, horizontale, hein, on n'est pas dans les mêmes fonctions, et bien sûr, l'écart de salaire il vient aussi du fait qu'on a ce qu'on appelle une ségrégation verticale, c'est le fameux plafond de verre, on n'est pas au même niveau de la hiérarchie des professions. Donc le cumul des deux explique qu'on ait des écarts de rémunération importants, et donc nous c'est ça qu'on a essayé de travailler dans un des articles qu'on est en train de finaliser, c'est ce lien entre le lien dans un seul sens, on regarde comment cette ségrégation horizontale peut permettre d'expliquer la ségrégation verticale. Comment le fait que les femmes et les hommes ne soient pas concentrés dans les mêmes professions participe à comprendre que les femmes et les hommes n'accèdent pas autant en haut de la pyramide des professions. Pour dire les choses autrement, c'est de regarder quand on est dans des professions féminines, qu'on soit homme ou femme, dans les professions, en fait, c'est de dire, il y a des professions qui sont occupées par un ensemble d'individus. Parmi ces individus, il y a des femmes et il y a des hommes. Et dans certaines professions, la concentration de femmes est plus importante que la concentration d'hommes, et dans d'autres, c'est l'inverse. Ouais. Puis dans d'autres professions, c'est à peu près équilibré. Et donc après, on regarde ce qui se passe quand on est au sein des professions féminines, comment les femmes et comment les hommes réussissent à atteindre des positions hiérarchiques. Quand on est dans les professions masculines, comment les femmes et les hommes qui sont dans ces professions-là arrivent à atteindre les sommets hiérarchiques, et pareil dans les professions mixtes. Et ce qu'on observe, c'est que les femmes s'en sortent toujours moins bien que les hommes, quel que soit le domaine, la domination de l'un ou l'autre des sexes. C'est-à-dire que même dans les professions où il y a massivement plus de femmes, les femmes s'en sortent moins bien que les hommes. Ok. Dans les professions masculines, là, dans les professions masculines, on aurait pu s'attendre à ce que les femmes s'en sortent mieux, de manière assez peut-être surprenante. On aurait pu croire que pour accéder à ces professions masculines, c'est par exemple les femmes tradeuses, hein, voilà, une femme tradeuse, pour réussir à être tradeuse, il a fallu qu'elle montre vraiment de la volonté pour réussir à faire les études dans des domaines. Parce que généralement, quand il y a une profession qui est plutôt masculine, c'est que les études qui permettaient d'y accéder l'étaient également. Hein, donc c'est que c'est des femmes qui ont choisi et qui savent qu'elles sont dans un univers masculin. Donc elles vont devoir adopter les codes masculins, supporter cet environnement masculin, etc. Et donc développer comme ça une espèce d'attitude qui aurait pu favoriser leur accès aux fonctions d'encadrement. Ce qu'on observe, c'est qu'en France, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai dans les 3 autres pays étudiés. Donc la France est assez singulière dans cet avantage des femmes par rapport aux hommes dans ces fonctions masculines. L'idée, c'est qu'il y a en quelque sorte une sursélection des femmes dans ces professions-là. Pour qu'elles réussissent dans ces professions-là, il faut qu'elles soient encore meilleures que les meilleures. Donc, voilà. Et donc ça, c'est confirmé en France. Par contre, ça ne l'est pas au Royaume-Uni et en Suède. Là, les femmes et les hommes ont à peu près les mêmes chances d'accéder à ces fonctions d'encadrement. Par contre, en Suisse, dans les professions masculines, les hommes ont beaucoup plus de chances que les femmes d'accéder aux fonctions d'encadrement. Donc, il y a vraiment une prédominance comme ça de cette culture masculine qui récompense l'appartenance au genre masculin. Et puis après, il y a le résultat qui est peut-être le plus interpellant, c'est qu'est-ce qui se passe dans les professions mixtes. Qu'est-ce qui se passe dans les professions mixtes où on pourrait se dire, ben voilà, c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est la mixité. La solution, c'est évidemment la mixité. Alors, les professions mixtes, ce sont celles qui offrent le plus d'opportunités en termes d'accès aux fonctions de management. C'est dans les professions mixtes qu'il y a le plus de possibilités d'être manager. Ben, dans ces professions-là, les femmes sont en concurrence avec les hommes. Ils sont à peu près à parts égales. Et donc, ce sont les hommes qui vont être le plus favorisés pour accéder à ces fonctions-là, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire en contrôlant du fait que
on a un certain niveau d'études, qu'on réside à un certain endroit, qu'on a un conjoint ou qu'on n'en a pas, qu'on a des enfants ou qu'on n'en a pas, etc., qu'on a une ancienneté dans l'entreprise identique. Donc en contrôlant toutes ces choses-là, il reste un effet propre du fait d'être une femme qui pénalise les femmes dans ces professions mixtes pour accéder aux fonctions d'encadrement. Et ça, c'est vrai dans les 4 pays, y compris en Suède. Ouais. Et alors, du coup, dans les professions où c'est plutôt féminin, un environnement féminin, là, on retrouve encore que les hommes s'en sortent mieux. Oui, ouais, on trouve que les hommes s'en sortent mieux. Euh, alors là, on pourrait avoir un espèce d'effet inverse de ce qu'on attendait dans les professions féminines, c'est que les hommes qui ont choisi ces professions féminines, c'est pareil, c'est des choix atypiques. Et du coup, ils vont être très valorisés. Ça va être un peu le seul homme dans cet univers-là féminin. Et du coup, il va adopter les codes qui sont encore reconnus et ils vont grimper. Il y a une métaphore qui est un peu le corollaire du plafond de verre. On dit qu'ils prennent l'escalator de verre. C'est-à-dire que dans ces fonctions-là, les hommes, étrangement, eux, ils sont sur un escalator, ils montent, ils montent, ils montent, alors que les femmes vont être à un rythme de progression qui va être ralenti. Euh, alors du coup la conclusion, enfin le résultat final de cette étude plutôt donc quantitative, c'était de dire que en termes donc d'inégalité, euh, on retrouve la Suède en numéro un, enfin, c'est ce qui se fait de mieux, entre guillemets. Oui, globalement, on pourrait dire ça. Ce qui est sûr, c'est que la Suède est le pays où les choses se passent le mieux. Donc ça, c'est intéressant parce que ça souligne quand même que les politiques qui ont une tendance à favoriser des rapports sociaux de genre égalitaires, à décliner des politiques qui vont aller en faveur de prises égales des congés parentaux, à diffuser l'idée d'une égalité entre les femmes et les hommes depuis de très longues années, ben, ça finit par ruisseler. Hein, on parle beaucoup de l'effet de ruissellement. Là, on pourrait parler d'un effet de ruissellement des normes égalitaires. Donc ça, c'est assez rassurant en quelque sorte, parce que ça veut dire qu'on voit bien que les choses, elles progressent dans l'ensemble des pays, et ça finit par payer, ça finit visiblement par quand même avoir des résultats, même si on n'est pas à une égalité stricte. Et à l'autre extrémité, le pays qui s'en sort le moins bien, c'est la Suisse, qui est la plus en retard sur ces questions-là, qui a été la dernière dans nos 4 pays à prendre le train des politiques égalitaires. Alors, elle l'a pris récemment, depuis quelques années, et elle essaye de rattraper le retard. Donc, en ce moment, quand même, la Suisse met pas mal de choses en place pour rattraper ce retard, et donc, on peut espérer quand même que les choses progressent bien en Suisse également. Et le résultat qui était une de nos hypothèses, une de nos interrogations, c'était quid de ce modèle libéral du Royaume-Uni qui est en quelque sorte, voilà, chacun peut s'il veut, quoi, en quelque sorte. Bon, ben là, on voit que c'est quand même plus mitigé et que finalement, ça reste difficile pour les femmes, même lorsqu'elles ont les moyens de financer les structures de garde. Et alors, ça l'est encore plus difficile hein, si on pense évidemment aux femmes les plus démunies en termes de qualification et en termes de moyens financiers. Ouais. Et la France étant toujours dans une position hybride, mais ça, c'est un résultat. Quoi qu'on étudie, la France en Europe, elle a toujours une dimension un peu intermédiaire, elle est à la moyenne. Donc là encore, elle est un peu hybride. Avec cette double injonction. Ouais. Il y a un point que je voulais, alors peut-être que du coup on va pouvoir passer à l'aspect, les entretiens que vous avez, j'imagine pas que toi uniquement, que vous avez pu mener avec différentes... C'était pas que des femmes d'ailleurs, hein, c'est des femmes et des hommes que vous avez interrogés. Absolument, absolument. On a interrogé majoritairement des femmes, puisque notre interrogation elle est bien sûr... les éléments qui vont faciliter ou qui vont freiner le fait d'occuper des fonctions hiérarchiques. Mais on a aussi interrogé des hommes, alors pour 2 raisons. La première, c'est qu'on voulait interroger des hommes à postes identiques, enfin dans des postes comparables, pour voir s'ils nous racontaient la même chose sur leur parcours. On voulait comprendre les parcours hein, de ces personnes. Et puis aussi parce qu'on n'a pas interrogé que des personnes cibles, entre guillemets, pas que des personnes qui étaient dans ces fonctions de responsabilité, mais aussi des personnes ressources, des personnes qui occupent des fonctions au service des ressources humaines. On a interrogé des personnes qui travaillent, qui s'occupent des réseaux. Il y a un réseau féminin de cadres féminins dans l'entreprise, mais il y a aussi un réseau masculin
qui est présent, qui est trans-entreprise, mais qui est présent dans cette entreprise. Donc voilà, donc on a eu aussi des échanges avec des hommes par ce biais-là. Parce qu'une des particularités, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on a choisi, c'est d'interroger des femmes et des hommes qui ont réussi à percer le plafond de verre. Donc on n'est pas sur les personnes qui sont en train d'essayer de le percer, on est sur celles qui ont réussi. Donc on est dans nos entretiens avec des femmes qui ont réussi, qui sont à des niveaux de responsabilité hiérarchique très élevés. On est vraiment dans ce qu'on appelle le top management. D'accord. Et on leur demande de nous raconter leur parcours. D'accord. Et donc du coup, dans les choses qui sont mises en place, alors il y a un aspect que j'aurais bien aimé pouvoir mettre dans la vidéo qui est sur ma chaîne du coup, mais voilà, il n'y a pas le temps. C'est cette partie, le fait de dire qu'il y a plusieurs manières d'aborder les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes, et que l'une d'entre elles, c'est cette histoire de discrimination positive, c'est-à-dire de dire finalement c'est plus efficace d'avoir de la mixité, d'avoir autant de femmes que d'hommes, ça permet je sais pas, de booster le business de l'entreprise, ça permet de gagner plus de sous, et qu'en fait ça peut être en fait très contre-productif, parce que moi le fil que j'ai essayé de dérouler dans la vidéo, c'était plutôt de parler de justice, et de dire, en fait, il faudrait qu'il y ait autant d'un côté autant de femmes que d'hommes, parce que sinon c'est pas juste, quoi. Mais c'est pas forcément cet axe-là qui est pris par les entreprises, notamment. Oui, on a vu s'opérer au tournant des années 2000 un basculement des politiques qui jusque-là étaient des politiques de lutte contre les discriminations, donc avec un principe de justice, un principe d'égalité de traitement, en particulier ici en matière professionnelle entre les femmes et les hommes, vers des politiques de promotion de la diversité. Donc déjà, on change complètement la sémantique. On passe vers quelque chose qui se veut positif. On ne lutte plus contre, on promeut quelque chose. Donc c'est important. Alors, ce faisant, la diversité, c'est pas que la question des femmes et des hommes. Et donc, la question des femmes et des hommes se trouve mêlée à toutes les autres caractéristiques qui font partie de la diversité. Et surtout, ce qui va arriver, c'est qu'on se retrouve avec des politiques, et donc c'est le cas de l'entreprise qu'on a étudiée, c'est une entreprise qui est hyper proactive en matière d'action en faveur d'une égalité entre les femmes et les hommes. Elle a signé tous les accords possibles, elle a tous les labels imaginables, elle a un très bon index d'égalité de revenus français. Bon, bref, elle est assez exemplaire. Et elle a pris en 2004 le tournant d'une politique de la diversité. Et donc, nous, derrière, ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est que cette politique de la diversité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle promeut l'idée que les individus, parce qu'ils sont porteurs d'une caractéristique, donc ici, parce que ce sont des femmes, auraient des caractéristiques, des compétences qui leur seraient propres. Donc, en tant que femme, j'aurais des compétences qui ne seraient pas les mêmes parce que je suis femme. Et donc, on va promouvoir les compétences, et ces compétences, derrière, elles sont vecteurs de performance pour l'organisation. Alors l'idée, elle est assez intéressante, c'est de dire ce qu'il faut, c'est jouer sur le levier auquel les entreprises sont sensibles. À quoi elles sont sensibles? Évidemment, à l'idée de plus de performance. Et donc, si on leur fait la preuve que plus de femmes, c'est plus de performance, c'est formidable, parce que du coup, elles vont faire ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de femmes. Mais le souci, c'est que du coup, cette idée de promouvoir les femmes, c'est de les promouvoir en les essentialisant, en les ramenant à leurs conditions féminines, et non plus en les considérant comme des individus à part entière, avec des compétences propres, et des défauts propres aussi, qui pourraient être indifféremment portés par les femmes et par les hommes. Donc ça vient en quelque sorte renforcer les stéréotypes au lieu de les annihiler. Or, les stéréotypes, ils sont prégnants et ils sont moteurs dans ces inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, elles sont très ambiguës, ces politiques de la diversité. Et alors, du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans les entretiens? Quelque chose auquel les... Absolument. On a dans nos entretiens un discours qui a complètement, de la part à la fois des
managers qu'on a interrogés, mais aussi des personnes des ressources humaines qu'on a interrogées. On a un discours qui a complètement internalisé l'idée qu'on promeut avant tout des compétences parce qu'elles améliorent la performance de l'entreprise. On a une manager qui nous dit que le PDG de l'entreprise aurait dit, donc là pas au sujet de l'égalité femmes-hommes, mais sur la question de l'homosexualité, aurait dit, moi les LGBT je m'en fous, ce que je veux c'est plus de compétences. Et donc ça c'est assez emblématique de cette idée, on ne promeut pas les personnes en fonction de leur homo, de leur hétérosexualité, mais on les promeut, ou de leur sexe féminin, de leur sexe masculin, mais on les promeut au regard des compétences qu'elles auraient, mais par le biais que, parce que femme, j'aurais cette compétence, et que cette compétence, ce serait plus de performance. Et donc, on est bien en train de continuer à assortir une femme à telle compétence qui va apporter de la performance. Et donc, les salariés qu'on a rencontrés dans cette entreprise adhèrent complètement à ce discours-là, adhèrent complètement à l'idée que ce n'est pas les quotas qui vont solutionner l'histoire. Ce qu'il faut, c'est valoriser les performances et que d'ailleurs, voilà, ils passent leur temps à nous dire que non, quand même, les quotas, il ne faut pas, que ce qu'il faut, c'est récompenser les compétences. Et ce faisant, ils ne se rendent pas compte à quel point ils essentialisent ces compétences. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui, en permanence, s'auto-nourrit. Parce que derrière, évidemment, si vous vous retrouvez avec la preuve qu'une certaine compétence, en réalité, ne serait pas très bonne pour la performance de l'entreprise, on va faire machine arrière toute. Donc, on n'a pas de remise en cause du discours sur les stéréotypes par là. Et une adhésion très, très importante à ce discours de la part des... Il est critiqué, ce discours, par les membres des réseaux féminins. Elles sont assez alertées là-dessus et assez conscientes des risques, mais surtout en mettant en évidence le risque de mélanger les questions d'égalité femmes-hommes avec les autres éléments de diversité. Ça, c'est un élément qu'elle souligne beaucoup. Et du coup, c'est parce que, alors en plus, c'est assez compliqué parce que finalement, il y a à la fois la partie essentialisation, c'est-à-dire se dire ah, j'ai besoin de quelqu'un, par exemple, avec de la compassion ou quelqu'un qui est empathique, voilà, donc du coup je vais prendre une femme. Donc là on essentialise, on dit bah voilà, les femmes c'est normal, elles sont empathiques, alors qu'en fait non, c'est une compétence, donc ça peut voilà, ça peut arriver sur n'importe quel individu. Mais il y a aussi le côté de toute façon en entreprise faut être un tueur, en trading faut être un tueur. Donc, tout le monde doit être un tueur, quoi. Et donc, je remets pas en question, en tant qu'entreprise, le fait que, finalement, recruter des tueurs, c'est peut-être une bêtise. Je devrais peut-être élargir un petit peu les compétences que je recherche. Oui, absolument. Élargir les compétences, valoriser autrement les compétences, et même lire de la même manière les mêmes compétences. Parce que, par exemple, on a beaucoup on a certains entretiens qui soulignent, des hommes qu'on a interrogés, qui nous disent, en nous parlant de femmes qui ont réussi, qui soulignent qu'elles sont très agressives, qu'elles se croient obligées de se comporter comme des mecs pour réussir, etc. Parce qu'en effet, les femmes, pour réussir, doivent adopter les codes masculins. Et donc, elles le font beaucoup. Et en adoptant ces codes masculins, elle se conforme à la norme de genre qui est soi-disant neutre, mais qui en réalité est une norme masculine. Derrière, c'est interprété, alors que ce même code, quand il est porté par les hommes, ça ne leur pose aucun souci, et quand il est porté par une femme, on y voit une forme d'agressivité. Et donc, on va les critiquer pour avoir adopté ces codes-là. Alors que si elles ne les adoptent pas, elles ne progressent pas. Voilà, ouais. Donc, il y a voilà, toute une rhétorique derrière qui est... une forme de complainte des hommes à ne pas se rendre compte de ce qui est systémique en réalité dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a tout un système comme ça qui est ancré sur un modèle managérial pensé au masculin, mais sans le dire, sans jamais que ce soit rendu visible. Et comme ça n'est pas rendu visible, là, du coup, on peut se dire que le fait de promouvoir des femmes parce que on a mis en place des quotas ou de mettre en place des enveloppes de rémunération spécifiques pour les femmes, pour faire des rattrapages lorsqu'il y a eu
des écarts de salaire qui sont injustifiés, ben, ils vont trouver ça injuste. Ils vont trouver ça injuste parce qu'ils ont le sentiment que c'était toujours les femmes qui en profitent et que eux se verraient enlever quelque chose. Donc ils le voient comme quelque chose qu'on leur enlève plutôt que comme le fait qu'on rend aux femmes quelque chose qui leur avait été à elles interdit ou limité. Et il y a aussi, c'est ça, c'est cet aspect, les hommes se rendent pas compte qu'ils ont un avantage, donc ils ont l'impression qu'il n'y a rien pour eux, alors qu'en fait si, mais ils ne le voient pas. Et par contre, ils voient très clairement qu'on essaye d'aider les femmes, et là ils disent, bah, du coup c'est pas juste moi on m'aide pas. C'est ça. Ouais. C'est ça, par exemple, il y a un homme qui nous dit oh, mais c'est pas juste parce qu'on met en place des enveloppes pour récompenser, enfin pour revaloriser les femmes quand elles rentrent de congé maternité, mais il n'y a rien pour les pères. Et il ne se rend pas compte que le père, en fait, il n'en a pas besoin parce que lui, il n'a pas eu de ralentissement dans son évolution salariale parce qu'il est devenu père. Donc voilà, il voit juste une inégalité. Si on fait quelque chose pour les mères, on doit le faire pour les pères. Donc ça, il le voit bien. Et voilà, comme il y a quelque chose de spécifique qui est mis en place et qui est pointé comme étant réservé aux femmes, eux, ils se sentent exclus de ça et ne voient pas qu'en réalité, c'est les femmes qui sont exclues du dispositif normal, qui fonctionne normalement sans qu'on n'y touche pas, quoi. Et alors aussi, il y a un autre aspect, donc je sais que tu m'en avais parlé, notamment les enfants, c'est vraiment un point central de ces inégalités femmes-hommes. Et donc il y a un point en lisant l'étude que je trouvais aussi très intéressante, c'est le fait d'avoir besoin d'être constamment disponible pour pouvoir avoir accès à des fonctions de responsabilité. Et le fait que à la fois les femmes ont l'impression que ça leur pose vraiment problème parce qu'elles doivent se rendre disponibles pour leurs enfants et pour leur métier. Et du coup, c'est très difficile de jouer avec les deux, alors que l'homme, lui, il n'a pas forcément ça. C'est pas forcément un problème d'être pas disponible pour sa famille. Mais aussi par le fait que l'entreprise ne se pose pas la question que peut-être faudrait qu'elle arrête de vouloir avoir tout le temps des gens disponibles H24 et 7 jours sur 7. Et là, on est vraiment dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec ce management qui repose sur des codes masculins et qui est pensé au masculin. Et donc, historiquement, les rôles masculins et féminins se cristallisent beaucoup autour des rôles parentaux. Et donc, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Et donc, les femmes s'occupant des enfants traditionnellement, c'est elles qui vont être confrontées à ces difficultés d'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. D'ailleurs, c'est assez symptomatique que le mot qu'on utilise habituellement, ce n'est pas le mot d'articulation, c'est le mot de conciliation. La conciliation, elle est réservée aux femmes. Seules les femmes ont à concilier vie professionnelle et vie familiale. Comme si les hommes, eux, étaient, je ne sais pas, extraits de cette vie familiale et qui n'avaient pas à concilier. Et en pratique, c'est en effet le cas. Ils n'ont pas réellement à se préoccuper du maintien de la vie familiale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une épouse qui le fait très bien pour eux. Alors que les femmes, elles n'ont pas toujours un mari qui va permettre de soutenir cette activité professionnelle qui est très exigeante. Et donc, c'est ça qu'on montre, c'est que dans ces codes masculins, il y a une disponibilité temporelle qui est extrême. Donc là, au niveau de responsabilité auquel on est dans les entretiens qu'on a conduits, c'est des personnes qui ont des volumes horaires quotidiens qui sont gigantesques. Et donc, pour pouvoir réussir et continuer à progresser dans leur carrière professionnelle, c'est une disponibilité permanente. Ça déborde bien au-delà des horaires de travail usuels, ça déborde le week-end, ça déborde sur les vacances. Donc tout ça, c'est très exigeant. Et pour que les femmes puissent le faire, elles sont amenées à faire des choix. Donc des choix entre famille et vie professionnelle. Donc des choix qui vont les conduire pour certaines à retarder l'arrivée des enfants pour que l'enfant arrive au moment où elles sont arrivées à la position qu'elles souhaitaient atteindre et que du coup ça ne vienne plus entraver la suite de la progression de la carrière. Certaines vont même nous dire, pas nécessairement qu'elles ont choisi de ne pas avoir d'enfants, mais que leur vie professionnelle participe à expliquer qu'elles n'en aient pas eu. Donc c'est bien des renoncements aussi. Et puis, il y en a d'autres qui vont nous témoigner de la manière dont elles sont traitées dans l'entreprise
de manière tout à fait bienveillante. Par exemple, des femmes vont témoigner du fait que quand elles sont devenues mères, on ne leur a plus proposé certaines mobilités. Ce sont des professions pour lesquelles la mobilité internationale, hein, s'entend, est très importante pour évoluer dans la carrière. Donc, c'est à la fois des mobilités ponctuelles, devoir partir plusieurs semaines quelque part, mais ça peut être aussi une mobilité longue, aller vivre à l'étranger. Et donc, on les propose beaucoup moins aux femmes qu'aux hommes en général. Pourquoi? Parce qu'il faut que le conjoint ou la conjointe puisse suivre. Et on a en tête que le conjoint des femmes ne va pas suivre. Alors que la conjointe des hommes, on ne se pose pas la question, elle va suivre. Et alors, quand elles deviennent mères, on leur propose encore moins pour ne pas les perturber dans ce joli moment où elles rentrent dans la maternité. Et donc, on a une femme qui nous raconte qu'elle a été dire à son N+1 que si, elle voulait bien être candidate à la mobilité à New York, ça l'intéressait tout à fait, même si elle venait d'être maman. Et son N+1 lui a répondu, mais non, mais je ne voulais pas t'imposer ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle du sexisme bienveillant. Hein, c'est-à-dire que au prétexte de vouloir le bien de ces jeunes mamans, on les traite différemment des hommes et on ne leur propose pas ces opportunités qui sont des boosters de carrière phénoménaux. Ouais. Il me semblait avoir vu aussi dans une des citations un N+1 qui répond ah mais t'as déjà eu un événement joyeux cette année. C'est par rapport à une augmentation, c'est par rapport à un bonus ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Ça avait fait. Ouais, c'est ça. Et ce qui est quand même symptomatique, hein, c'est qu'on n'a aucun témoignage qui va dans le même sens pour les pères. Aucun. Ouais. Aucun. De papa qui nous aurait dit que quand ils sont devenus papa, il s'est passé ci ou il s'est passé là, etc. Donc il y a quelque chose, hein, qui est très symptomatique. Ouais. Et il y a aussi ce côté, c'est-à-dire la pression, elle est, parce que je me souviens aussi d'une citation où une femme dit, bon là j'ai une opportunité de carrière, mais si je veux voir le troisième grandir, non, je peux pas le prendre. Alors qu'un homme aurait pas forcément cette partie-là, enfin cette contrainte dans la tête de je vais pas voir mon enfant grandir. Non, bah non, évidemment ma carrière passe avant mes enfants. Alors que pour une femme, c'est vraiment pas, c'est pas forcément intégré. C'est ça, et on retrouve, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, le modèle, ce travail-là, on l'a conduit exclusivement sur les entretiens français, hein, sur les entretiens conduits auprès des managers français. C'est typiquement l'idée de cette double injonction faite aux femmes en France. À la fois, je dois être une Wonder Woman professionnelle et une Wonder Woman à la maison. Et je dois mener les deux de front. Et donc, si à un moment donné, je dois avoir un troisième enfant, je ne vais pas pouvoir être une Wonder Maman si je n'arrête pas de travailler. Enfin, ça n'arrête pas de travailler, mais si j'investis pas un peu moins la sphère professionnelle. Et donc, pour pouvoir être au top professionnellement et familialement, nécessairement, il y a un moment donné, il y a des choix qui se font. Et donc, si je veux un troisième enfant, bon, il va falloir que je lève un petit peu le pied. Elle me dit, cette femme-là, qu'elle n'a pas vu les autres grandir et que le troisième, elle aimerait bien le voir grandir. Ouais. Il y a un autre point peut-être que sur lequel j'aimerais toucher, c'est la partie, le virilisme qu'on retrouve. Alors je sais que c'est dans l'étude donc Cali aussi, mais j'arrive plus à me souvenir ce que ça touche exactement. Comment est-ce que tu définirais ce virilisme quand ça bloque, les femmes n'arrivent pas à être viriles comme les hommes, donc elles n'arrivent pas à intégrer. Non, c'est un virilisme qui fait que les hommes se parlent entre eux et du coup, je me souviens Alors, plus. en fait, ça renvoie à plusieurs choses. C'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'idée de devoir adopter les codes masculins. C'est-à-dire que c'est des univers dans lesquels il y a beaucoup de comportements, voilà, on va dire virils de la part des hommes, des blagues un peu sexistes, des petites réflexions. Et donc, les femmes, pour réussir, soit il faut qu'elles adoptent ces codes-là, ou qu'elles fassent avec. Donc, elles endossent, qu'elles acceptent de rigoler quand on fait des blagues sexistes. Parce que sinon, c'est qu'elles sont un peu, voilà, pas très drôles, elles n'ont pas le sens de l'humour. Donc, c'est quand même pas évident d'être confrontée dans
l'univers professionnel a ce sexisme-là, qui pour le coup, lui, n'est pas un sexisme bienveillant, mais un sexisme tout court. Et donc, elles sont confrontées à ces comportements virils. Et quand elles prennent soit elles prennent sur elles et elles acceptent, etc. Et c'est quand même pas neutre en termes d'effets que ça peut avoir. On parle beaucoup de risques psychosociaux. On peut comprendre aussi que certaines femmes, à un moment donné, ça devient difficile à endurer. Et puis, c'est pour d'autres, endosser les codes et le retourner et se mettre à avoir ces comportements plus virils. Mais ça se retourne toujours contre elles parce qu'on va leur reprocher de ne pas être assez féminine. Donc, il y a cette difficulté-là. Alors, il y a peut-être encore une... L'idée, c'est comment je fais si je contreviens à l'ordre du genre. C'est-à-dire ne pas se comporter comme il est attendu que je m'attende. Je suis une femme, on attend de moi une attitude de femme. Et donc, si je contreviens à ça, si je me comporte autrement, parce que j'ai compris que pour réussir, il fallait se comporter comme un homme, donc je me comporte comme l'autre genre, ben, en fait, je suis sanctionnée. Et il y a aussi cette partie des réseaux. Il me semble rappeler, discuter avec toi du fait que, il y a une femme qui se rend compte que son mari reçoit des messages d'un groupe d'hommes qui discutent des promotions et de ce qui se passe, alors qu'elle, elle est au même niveau et elle ne reçoit pas du tout les messages. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est une femme qui se trouve être en couple avec quelqu'un qui est dans la même entreprise. Ils sont à des niveaux hiérarchiques importants, pas dans les mêmes fonctions, mais à des niveaux hiérarchiques tous les deux importants. Et du coup, quand elle s'est mise en couple avec son conjoint, elle s'est rendue compte, parce qu'avant, en fait, c'est quelque chose d'invisible, c'est complètement opaque. Ouais, ce qui se passe dans les réseaux dans lesquels vous n'êtes pas, vous n'en avez pas la moindre idée, donc vous ne savez pas. Là, en étant en couple avec cet homme-là, elle s'est rendue compte de tout ce qui se passait d'informel dont elle était exclue. Des petits SMS, des rendez-vous pour faire ceci ou pour faire cela, complètement extra-professionnels, mais dans lequel s'échangent des informations professionnelles importantes pour accéder à des possibilités d'évolution de carrière. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a une cooptation homophile dans ces réseaux informels, et que, évidemment, les femmes en sont exclues. Et elles en sont d'autant plus exclues au moment où elles deviennent mères, parce qu'elles ont encore moins de temps disponible en dehors de l'activité professionnelle pour investir ces réseaux. Typiquement, c'est des milieux dans lesquels, après la journée de travail qui finit déjà très tard, on va prendre un verre ensemble. Bon, bah, quand vous devenez jeune maman, après le travail, non, vous rentrez chez vous pour vous occuper, vous essayez de voir un petit peu vos enfants, et donc vous n'allez plus boire un coup après, et donc vous échappez à tout ça. Là où les papas ne vont pas s'interdire d'aller boire un coup. Je caricature, hein, évidemment, il y a des papas qui font pas ça. Oui, on est dans un... Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on pourrait se demander si les choses bougent. Et qu'est-ce qui se passe chez les jeunes générations? Est-ce que les jeunes hommes ont les mêmes attitudes? Alors, nous, ce qu'on a quand même plutôt globalement observé, c'est que ces réflexions qu'on a appelées la complainte des hommes, on la trouve plus chez les hommes un peu plus âgés. Mais chez les hommes jeunes, il y a une espèce de contradiction à laquelle ils doivent faire face, c'est qu'ils ils sont assez empreints d'un principe égalitaire beaucoup plus fort que chez les hommes plus âgés. Donc, ils ont en tête l'idée d'une égalité au sein du couple, etc. Mais en même temps, ils travaillent dans une organisation qui a des codes qui leur demandent de s'investir professionnellement en tant qu'homme, de rester tard, d'aller boire un coup, d'investir ces réseaux, et donc ils le font, même si ça contrevient à leur idée égalitaire. Et donc ils sont aussi face à quelque chose qui est peut-être un peu délicat à gérer intérieurement, mais pour pouvoir progresser dans leur carrière, ils suivent les injonctions faites à leur genre, même si ça vient contrevenir à leur idée de traitement égalitaire avec leur conjointe, par exemple. Et c'est là où peut-être l'entreprise a quelque chose un coup à jouer pour je sais pas, interdire ou limiter ce genre ou transformer ce genre de pratique. Et c'est quelque chose qu'on voit, que les entreprises essayent de mettre en place, ou pas du tout?
Alors, bah déjà, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on voit par exemple que cette idée d'aller boire un coup très tard le soir, c'est très franco-français. On va, enfin, exagère. Au Royaume-Uni aussi, on va boire un coup après, mais déjà c'est beaucoup moins tard, donc c'est un Ouais, peu ça finit plus plus tôt, ouais. facile pour les femmes, ça finit un peu plus tôt. Voilà, donc les journées de travail, la culture du présentéisme, ça c'est quand même très français. Hein, donc on va beaucoup plus le trouver en France. Euh, Après, ce que les entreprises font en matière d'égalité, on voit bien qu'elles ont du mal, parce qu'en fait, elles ne cherchent pas nécessairement à agir là-dessus, puisqu'elles sont sur leur principe de plus de performance Hmm. par la diversité. Elles ne sont pas sur comment faire pour que ce qui est à l'œuvre de manière systémique bouge. Donc, elles n'y réfléchissent pas réellement. Euh, Par exemple, on a des témoignages qui nous disent ouais, c'est super de mettre en place un panier bio en bas du bureau, vous voyez, une conciergerie comme ça, mais ce serait peut-être plus pratique si on avait une crèche d'entreprise. Hein, donc on met en place des choses qui sont un peu dans l'air du temps pour faciliter la vie des salariés, des collaborateurs, des collaboratrices de l'organisation, mais on ne le pense pas nécessairement en matière de facilitation de l'articulation vie professionnelle, vie privée en faveur des femmes. Et ça, du coup, ça pourrait passer par. C'est parce que les entreprises, c'est pas des experts, c'est parce que c'est pas, ils se rendent pas compte, c'est parce que il faudrait qu'ils travaillent justement avec des chercheurs comme toi et ton équipe pour Oui, bah, il faut chercheurs que ça devienne chercheuses. une de Oula. leurs absolument. Il faut que ça devienne une de leurs préoccupations. Et clairement, la préoccupation première, c'est de faire du profit, de faire de la performance. Donc, même dans les organisations qui sont très enclines à avoir des actions en matière de responsabilité sociale de l'entreprise développées, on n'est pas nécessairement dans une réflexion profonde sur ce qui peut changer les choses en matière d'accès à ces fonctions pour les femmes. Il me semble que c'est le gouvernement qui doit initier ces choses-là. Enfin, le rôle des entreprises, il est fort, il est prégnant parce que c'est elles qui sont dans l'action auprès des salariés. Mais c'est là où le modèle suédois est intéressant, où on voit bien que quand le gouvernement, quand les pouvoirs publics ont depuis de longues années diffusé, mis en place des politiques qui diffusent cette idée de l'égalité, bah, les entreprises, ça devient quelque chose de logique et de normal. Donc elles mettent en place des choses parce que ça fait partie des... On n'imagine même pas ne pas le faire en réalité. Donc euh, on retombe sur cette idée qu'il y a plusieurs niveaux d'action et que le gouvernement ne peut pas tout, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout, mais ils peuvent quand même initier des choses. Quand on voit par exemple qu'on a aujourd'hui en France autant de frilosité à mettre en place un congé paternité long et obligatoire, on voit qu'on est encore loin du compte en matière d'action vraiment volontariste en matière d'égalité. Donc il y a des choses, ça avance, mais voilà, par contre, ça résiste très fortement à mettre le congé de maternité. On ne se pose pas la question, il est obligatoire. Une femme ne peut pas renoncer à son congé de maternité. Elle doit le prendre. Un papa, il a le choix. Mais tant qu'on rendra ça libre pour les papas, mais ça ne marche pas. Parce qu'évidemment, le prendre alors que d'autres ne le prennent pas, c'est être mal vu dans l'organisation. Et donc, on va être frileux, on ne va pas le faire. Si c'est obligatoire, il n'y a plus de différence entre un homme ou un autre. Et donc, évidemment, je le prends. Et donc, je suis à égalité par rapport à une femme. Alors, pour avoir de la vraie égalité, il faudrait que le congé de paternité soit de la même durée que le congé de maternité. Pardon, oui, c'est ça, que le congé de paternité est la même durée que le congé maternité pour que vraiment, aux yeux de l'entreprise, il n'y ait plus de différence de productivité possible au moment de l'arrivée des enfants entre les femmes et les hommes. Ouais, Donc, plus de différence de traitement à ce prétexte-là. Eh ben, merci beaucoup, du coup, Vanessa, d'avoir passé du temps avec moi à m'expliquer tout ça. Comme je le disais, c'est pas la première fois qu'on discute, et alors à chaque fois, j'apprends des choses. Euh, C'était vraiment C'est un passionnant. plaisir partagé. C'était vraiment passionnant. Et puis du coup, j'espère que très bientôt, je pourrai mettre les liens vers ces différentes études qui ont été réalisées pour que tout le monde puisse aller regarder parce que, encore une fois, ça se lit vraiment très bien. Ça se lit vraiment très bien et c'est absolument passionnant. Donc voilà, merci encore.